Analyse des agents libres, Ligue nationale. Alors hier, on était le 9 octobre. Bonjour tout le monde, premièrement. Alors, 10 octobre aujourd'hui et hier, c'était la première journée de la signature des agents libres un peu partout à travers la Ligue nationale. Et on va faire un petit tour des signatures qui ont eu lieu hier dans le circuit Bettman. Mais on va aussi faire une petite analyse de tout ça et voir qui sont les winners, qui sont les gagnants jusqu'à maintenant des signatures et qui sont littéralement aussi les équipes perdantes, celles qui ont vraiment surpayé pour des joueurs qui sont, selon moi, surévalués. Alors, commençons. Premièrement, je vous dirais que la plus grande signature, la signature la plus importante a été probablement celle de Torrey Krug chez les Blues de Saint-Louis. 7 ans, 45,5 millions pour un cap hit de 6,5 millions. Alors, dans le cas de Torrey Krug, moi, j'ai envie de dire que c'est une excellente signature pour les Blues. On sait que Alex Pietrangelo ne sera pas de retour. En fait, je pense que ça allait annoncer aussi avec la signature de Krug que Pietrangelo ne sera pas de retour avec les Blues. Et je pense que c'est une bonne monnaie d'échange pour les Blues de mettre la main sur un défenseur numéro 1. Un défenseur qui est capable, en fait, de générer de l'attaque, ça c'est certain, mais qui est un spécialiste de l'avantage numérique. Est capable de marquer entre 5 et 15 buts, je vous dirais, par saison, mais qui est capable aussi d'accumuler les passes, bonne première passe, très rapide, il est fluide. Il arrive dans son prime, carrément, Torrey Krug. Alors, c'est pourquoi je pense que Torrey Krug est une excellente signature pour les Blues. Reste à voir maintenant qu'est-ce que Alex Pietrangelo va faire. Il y a certaines rumeurs, justement, qu'il l'envoie à Boston, d'autres à Toronto, mais je pense que Carl Dubas n'aura pas le choix de libérer de la masse s'il veut avoir une chance de mettre la main sur l'ancien défenseur des Blues, l'ancien capitaine. Il y a certaines rumeurs également qu'il l'envoie chez les Knights. On sait que les Knights ont réussi à libérer du salaire avec la transaction de Paul Stastny, qui va revenir chez les Jets de Winnipeg. Alors, c'est à surveiller, mais en ce qui concerne Krug, je crois que c'est une entente qui a bien du bon sens. Certains vont dire que 7 ans, c'est peut-être un petit peu long, mais à 6,5 millions par année, je crois que c'est une entente qui est très, très raisonnable. Krug avait déjà un salaire qui s'avoisinait dans les 5 millions de dollars par saison, alors c'est une légère augmentation. Et ce qui est quand même surprenant, c'est que les Bruins offraient le même genre de salaire par année à Krug. Je crois que Krug a décidé finalement d'opter pour un contrat plus à long terme. Les Blues lui offraient 7 ans, tandis que les Bruins lui offraient entre 5 et 6 ans. Ce qui a peut-être fait une différence chez l'ancien défenseur des Bruins de Boston, Torrey Krug. Ailleurs dans la Ligue nationale, dans les autres signatures importantes, je vous dirais une entente qui est quand même assez intéressante. On a TJ Brodie qui a signé avec les Leafs 4 ans, 20 millions. Celle-là, je suis pas en train de dire que c'est peut-être la signature la plus gagnante, mais par contre pour les Leafs, je pense que c'est quand même gagnant dans les circonstances. On sait qu'on a perdu les services de Tyson Barrie, qui lui aussi est en train de tester le marché des agents libres, et Brodie, qui est un défenseur un peu plus two-way, un peu plus défensif, un peu plus stay-home, va offrir, je crois, de bons services aux Leafs. Alors, une moyenne de 5 millions par année, 4 ans. Alors, c'est pas si mal pour TJ Brodie avec les Leafs. Dans les autres signatures gagnantes, moi, je considère qu'Anton Khudobin, le gardien partant, en fait, qui était l'auxiliaire de Ben Bishop, qui a été partant durant les séries cet été, cet automne. Je crois que c'est une bonne entente entre Khudobin et les Stars. 3 ans, 10 millions. Je regarde aussi les Ducks. Certains vont dire que c'est peut-être perdant pour les Ducks. Moi, je considère que 3 ans, 11,7 millions, ça a bien du bon sens pour les Ducks qui cherchaient un défenseur plus à caractère offensif. Cam Fowler qui est trop fragile depuis plusieurs années. On sait qu'ils ont repêché Jimmy Drysdale qui va être un défenseur évidemment à caractère offensif, mais qui est un petit peu trop jeune pour prendre le rôle de défenseur numéro 1, surtout sur le power play pour l'instant pour les Ducks. Alors je crois que Kevin Shattenkirk, c'est une bonne solution de rechange. C'est à court terme, hein? Fait que 3 ans, 11,7 millions. Également, je crois, une des meilleures signatures hier, c'est Braden Holtby qui a signé avec les Canucks de Vancouver. 2 ans, en fait, très court terme, 2 ans, 8,6 millions au total. Alors, ça fait une moyenne de 4,3 par année. Braden Holtby a seulement 31 ans. Alors, moi, je considère que Holtby, 2 ans, avec les Canucks qui sont dans une fenêtre, je crois, pour faire un bon bout de chemin en série. C'est une excellente signature. On s'est débarrassé de Markstrom. On a laissé aller Markstrom qui demandait énormément
Je vous dirais qu'il voulait vraiment plus d'argent et à plus long terme. Il voulait son gros contrat. Tandis que Colby était prêt à faire des sacrifices et se diriger probablement vers un marché où il y avait beaucoup plus d'intérêt. Alors, bonne signature pour les Canucks. Brandon Oldby avec Vancouver. On a également Justin Schultz qui a signé avec les Caps. C'est pas une mauvaise entente. 2 ans, 8 millions que le contrat va lui rapporter. Alors 4 millions par saison. On a Pat Maroon qui revient avec le Lightning. On a Corey Crawford qui a signé avec les Blackhawks hier soir également. Excusez, pas avec les Blackhawks, mais avec les Devils. Alors 2 ans, 7,8 millions au total pour Corey Crawford. Je pense que ça va être un bon gardien auxiliaire qui va pouvoir aider Mackenzie Blackwood, qui va probablement devenir le gardien numéro 1 à long terme des Devils. Alors, c'est une signature qui est intéressante. Aussi, Wayne Simmons qui a signé 1 an, 1,5 million. Je considère que c'est pas vraiment gagnant, mais c'est pas vraiment non plus perdant. C'est une signature qui va venir un peu apporter de la profondeur chez les Leafs qui ont besoin d'ailier. Je vous dirais qui amène un jeu physique, qui amène un jeu un peu plus power forward. Fait que Wayne Simmons va pouvoir remplir ce rôle-là. C'est seulement 1 an, 1,5. Alors c'est pas un gros risque là, pour les Leafs. On se rappelle qu'on a également Henrik Lundqvist qui a signé une entente de 1,5 million, seulement 1 an. Il va jouer les auxiliaires d'Ilya Samsonov avec le départ évidemment de Brandon Oldby. Alors il a signé avec les Caps hier. Une bonne entente aussi pour les Caps. C'est pas vraiment un grand risque. Alors 1 an, 1,5 million. On a d'autres signatures un peu plus mineures. Dylan DeMello avec les Jets, 4 ans, 12 millions. Mark Borieski avec les Predators, 2 ans, 4 millions. Ça vient amener beaucoup de muscles chez les Predators. Et ensuite, si on regarde, je vous dirais, les signatures qui, selon moi, sont peut-être un petit peu moins gagnantes. Bien, moi, je veux revenir sur l'entente de Robin Lehner. Je sais que ça s'est pas fait hier, ça s'est fait il y a quelques semaines, mais Robin Lehner, 5 ans, 25 millions. C'est un gros risque, un gros pari que prennent les Golden Knights. Pourquoi? Parce que c'est un goaler, c'est un gardien de but qui n'a pas prouvé énormément de constance dans les dernières années. Il y a 2 bonnes saisons, en fait. Une bonne saison avec les Islanders. Il avait été également auxiliaire à Thomas Greiss là, durant cette saison-là. En fait, il avait partagé le filet avec Thomas Greiss. Cette année, en fait, s'est retrouvé comme auxiliaire à Corey Crawford avec les Blackhawks. Ça n'a pas énormément joué de match. Et là, soudainement, s'est retrouvé dans le Big Show avec les Golden Knights durant les séries. Il a fait un bon bout de chemin jusqu'en finale de l'Ouest. Alors, c'est pas un mauvais gardien de but, mais il reste que Robin Lehner n'a pas prouvé énormément de choses dans le passé. Il n'a pas prouvé qu'il va être le gardien aussi constant qu'on le souhaiterait. Alors, je crois que les Knights ont peut-être un peu abandonné vite sur le cas de Marc-André Fleury. Évidemment, je pense qu'ils considèrent et réalisent peut-être que c'était pas la meilleure signature. Hein. Fleury a plus de 7, je crois que tu as 8 millions par année. Alors, c'est un petit peu cher maintenant pour un gardien de 36 ans. Mais Robin Lehner, en fait, c'est un gros risque. À 5 ans, 25 millions, 5 millions par année. Moi, ce qui me tanne le plus, je vous dirais, c'est le terme. 5 ans, là, ça peut être long là, pour les Golden Knights. Alors, ça sera surveillé, mais je crois pas que c'est la signature la plus raisonnable, je vous dirais. Et là, surtout que les Golden Knights s'intéressent également à Pietrangelo. Ça va être dur d'inclure Pietrangelo. Il va peut-être falloir encore faire des pieds et des mains là, pour libérer de la masse salariale, là. Libérer du salaire sur le cap hit. Alors, si on continue notre tour de la Ligue nationale des signatures, je vous dirais une des équipes perdantes, c'est sans contredit selon moi les Flames de Calgary, qui ont signé, qui ont fait 2 grandes signatures hier, 2 grosses signatures. Premièrement, on a le gardien Jacob Markstrom, l'ancien gardien de but des Canucks, qui a connu une très bonne saison, il faut se le dire quand même, mais qui c'est pas le gardien le plus constant ces dernières années. Là. Selon moi, c'est sa première grosse saison dans la Ligue nationale et déjà demande le gros salaire et demande le terme également. Alors, une grosse signature, 6 ans, 36 millions, ce qui va lui rapporter 6 millions par saison. Je considère que les Flames s'en tiraient quand même pas si mal avec David Rittich. Alors, je comprends un peu mal la signature. C'est sûr que les Flames avaient de la difficulté ces dernières années à trouver un gardien numéro 1 de premier plan qui allait être là à long terme. Alors Markstrom vient un petit peu combler cette brèche-là, mais je considère quand même qu'à long terme, Markstrom pourrait venir hanter les Flames. Pourquoi? Parce qu'il va peut-être manquer un petit peu de constance. Et on sait que là, défensivement, les Flames sont un peu en transition. On a Rasmus Anderson, on a également
Valimaki qui fait partie de l'alignement aussi, le jeune Valimaki. C'est un défenseur très prometteur. Mais il reste que les Flames sont un petit peu en transition sur le plan défensif. C'est pas une mauvaise défensive, mais je vous dirais être un peu en milieu de peloton. Jacob Markstrom, selon moi, à court terme, viendra pas nuire aux Flames, mais je suis pas certain que c'est la signature la plus réfléchie là, depuis le début de la signature des agents libres. Et la deuxième signature chez les Flames, en fait, c'est Chris Tanev, qui a signé 4 ans, 18 millions. Alors, moi, je trouve que c'est un petit peu beaucoup pour un défenseur de 30 ans. Je crois, encore une fois, un ancien des Canucks aussi. Alors, 18 millions, 4 ans, ce qui va lui rapporter annuellement 4,5 millions. Pour un défenseur de 30 ans qui a de la difficulté à garder un différentiel positif, il n'est pas dans le négatif, mais on est souvent dans le plus 3, plus 7, plus 4. Un défenseur qui va te faire environ entre 10 et 20 points par saison. Alors, c'est pas un mauvais défenseur en soi, mais c'est quand même pas un défenseur qui vaut, selon moi, 4,5 millions par saison. Alors, c'est quand même payé cher là, pour un défenseur, un 5e ou 6e défenseur. Dans les autres équipes qui, selon moi, auraient peut-être dû attendre, on retrouve Cam Talbot qui a signé avec le Wild du Minnesota, 3 ans, 11 millions. Moi, j'ai un petit peu mal compris cette transaction, en fait, cette signature-là. Pourquoi? Parce qu'on a transigé dernièrement David Dobnik aux Sharks de San Jose. Je veux dire, Dobnik n'était pas un gardien qui avait un gros salaire, hein, on le sait. Dobnik a un salaire annuel de 4,3 millions par saison. Et en plus, le Wild qui a retenu une partie du salaire de Dobnik, 2,1 millions que le Wild va retenir du salaire de Dobnik en fait pour la prochaine saison. Il restait seulement 1 an au contrat de Dobnik. Et là, on y va avec une nouvelle signature, Cam Talbot qui a signé avec le Wild. Certains vont dire que c'est un gardien qui est pas fini, qui a encore des bonnes années à donner. 33 ans, 3,6 millions par saison, c'est 3 ans. Mais je pense que le Wild, honnêtement, avec cette signature-là, ne va nulle part. On sait que l'équipe est vraiment en reconstruction. Ils ont laissé aller beaucoup de joueurs, de vétérans, Mikko Koivu, Eric Stahl également qui a quitté. Il y a beaucoup de rumeurs de transactions également concernant Matthew Dumba. Mais je pense pas que Talbot, selon moi, c'est une solution à long terme, ni à court terme. Là, je vois pas pourquoi on a signé Cam Talbot à 3,6 millions. Mais bon, c'est peut-être pas la meilleure signature de la journée non plus. Alors évidemment, il y a eu encore une fois beaucoup d'autres signatures des joueurs plus mineurs, c'est évident. Si on veut en parler un petit peu, on a un Malcolm Subban qui a signé 2 ans 1,7 avec les Hawks. Bobby Ryan, 1 an, 1 million avec les Red Wings. Luke Schenn et Maroon, j'en parlais tout à l'heure, ils sont de retour avec le Lightning de Tampa Bay. Tyler Motte, 2 ans, 2,4. Kyle Turris se dirige du côté des Oilers, 2 ans, 3,3. Également Nathan Beaulieu qui sera de retour avec les Jets, 2 ans, 2,5. Kevin Rooney, 2 ans, 1,5 chez les Rangers. Matt Murray, c'est vrai, on n'en a pas parlé, mais a finalement décidé de signer avec les Sénateurs d'Ottawa, 4 ans, 25 millions. Ça va lui rapporter un bon montant, Matt Murray, en espérant que les Sénateurs ne soient pas aux prises avec plusieurs blessures avec leur gardien, parce que Murray a été très fragile ces dernières années. Keith Kincaid, l'ancien du Canadien, le gardien de but, 2 ans, 1,65 millions chez les Rangers. Ivan Rodriguez, l'ancien des Sabres, 1 an, 700 000 chez les Pingouins. Anton Forsberg, l'ancien gardien de but des Hawks, 1 an, 700 000 $ chez les Oilers. On a Alex Wennberg, que son contrat a été racheté par les Blue Jackets, a signé 1 an, 2,25 millions. Je pense que c'est une bonne signature, ça, pour les Panthers qui sont à la recherche peut-être d'un 3e centre. Et Wennberg va probablement remplir ce rôle à merveille sur la ligne de centre, sur le 3e trio. On a Tyler Ennis également, 1 an, 1 million. Derek Grant avec les Ducks. J'ai oublié de dire, Ennis c'est avec les Oilers qui a signé. Est-ce qu'on a d'autres signatures? Oui, Jack Johnson, qui son contrat s'est fait racheter par les Pingouins, a signé une entente d'1 an, 1 million avec les Rangers. John Hayden avec les Coyotes, 1 an, 750 000. Matt Benning avec les Predators. Alex Petrovic avec les Flames. Et ça fait pas mal le tour, je vous dirais, des grosses signatures. Si je check un petit peu, il n'y a pas eu d'autres grosses signatures. On a Victor Mété qui a finalement signé
une entente d'1 an, 735 000 avec le Canadien. Alors selon moi, il va jouer le rôle de 7e défenseur l'an prochain. On le sait avec la signature de Joel Edmondson. Zemgus Girgensson qui finalement va rester avec les Sabres. 3 ans quand même, 6,6 millions. Alors ça va lui rapporter un bon montant d'argent quand même pour un joueur de soutien. Taro Arrows, 1 an, 700 000 chez les Wings, a décidé de re-signer avec les Wings. Adam Ernie également, 1 an, 700 000. Et on se rappelle que Josh Anderson finalement a signé une prolongation, en fait a signé sa nouvelle entente avec le Canadien, 7 ans, 38,5 millions, ce qui va lui rapporter 5,5 millions par année. Moi de mon côté, ma critique, mon analyse sur cette signature-là, bien c'est trop long. Je trouve ça beaucoup trop long. Anderson a 26 ans, ça nous amène à 33 ans. Je dis pas qu'à 5,5 millions présentement, c'est mauvais. Je crois que s'il avait signé environ 3 à 4 ans à 5,5 millions, on s'en serait bien sorti avec Josh Anderson, mais c'est le terme, selon moi, qui est un peu problématique. Là. 7 ans, là, ça peut peut-être venir nuire aux Canadiens à long terme. Ça. Le Canadien qui a également re-signé Noah Juulsen, on se rappelle l'ancien choix de première ronde, 1 an, 700 000. Et sinon, Max Domi également qui a signé avec les Blue Jackets, 210,6 millions que ça va lui rapporter au total. On a également le retour de Jesse Puljujärvi avec les Oilers qui finalement avait fait un séjour en Finlande et qui a décidé de revenir dans la Ligue nationale. 2 ans, 2,35 millions au total. Chandler Stephenson qui reste avec les Golden Knights, 4 ans, 11 millions. Quand même un gros contrat ça. Et Dylan DeMelo, 4 ans, 12 millions chez les Jets. C'est ce qui fait le tour, je vous dirais, des grosses signatures jusqu'à maintenant dans la Ligue nationale. Alors, évidemment, il y a beaucoup de joueurs, les grosses vedettes qui n'ont pas encore signé. Je pense notamment, évidemment, à Pietrangelo, mais aussi Taylor Hall. Il y a plusieurs rumeurs qui associent Taylor Hall au Canadien de Montréal, notamment de Darren Dreger et Pierre Lebrun qui ont parlé de la possibilité que Taylor Hall pourrait signer une entente à court terme, peut-être un short term, 1 an, 2 ans avec le Canadien. Bon, je pense qu'on va tempérer évidemment des rumeurs là, concernant le Canadien et des gros agents libres. Il y en a à chaque année, on le sait très bien. Plusieurs gros noms ont toujours été associés aux Canadiens ces dernières années. On pense à John Tavares, on pense aussi à Steven Stamkos. L'année passée, c'était Matt Duchene. Alors, on va tempérer, évidemment, on le sait. Là. Ce qui arrive souvent, c'est que les agents libres de premier plan vont tenter de négocier avec le Canadien dans le but de faire monter les enchères pour finalement signer avec une autre équipe. Alors, Taylor Hall, je veux dire, il y a tellement d'équipes qui s'intéressent à lui présentement, que ce soit les Bruins, on a les Blue Jackets qui s'intéressent à lui, on a entendu parler également des Predators, et puis là maintenant le Canadien. Alors, Marc Bergevin dans sa conférence de presse qui a dit qu'il est en négociation, en fait, qu'il n'était pas fermé à l'idée de signer Taylor Hall. Ça, il faut quand même noter qu'il a fait preuve de transparence à ce niveau-là. Mais bon, hein, on va se garder une petite gêne là. Il y a quand même les risques que Taylor Hall signe à Montréal sont quand même assez faibles. S'il signe, je vais être le premier qui va être très surpris de la situation, mais honnêtement, ça m'étonnerait. Mais plusieurs rumeurs disent que Taylor Hall ne voudrait pas signer une entente à long terme. Pourquoi? Parce qu'avec la situation économique causée par la COVID, Taylor Hall serait peut-être à la recherche d'un petit contrat qui lui rapporterait peut-être un peu plus d'argent à court terme, mais qui voudrait rehausser sa valeur et retester le marché des joueurs autonomes lorsque la situation de la COVID va être réglée et que le plafond salarial va finalement redevenir stable et qui va recommencer à progresser. Parce que l'on sait que finalement la masse salariale va rester la même que cette année, à 81,5 millions par saison. Alors, ça va être plus difficile pour les joueurs autonomes de signer de grosses ententes. Alors, selon Elliot Friedman, il ne faudrait pas s'attendre par contre à ce que Taylor Hall signe une entente aujourd'hui, samedi 10 octobre. Il paraîtrait qu'environ 25 équipes seraient intéressées au service de Taylor Hall. Alors, probablement que Hall va prendre tout son temps afin d'analyser les différentes équipes et de finalement choisir une entente qui lui convient, compte tenu du terme et compte tenu évidemment du salaire. On va suivre également de près la situation de Tyson Barrie. On sait que Barrie intéresse énormément les Oilers d'Edmonton présentement, mais je crois que Ken Holland, le directeur général, serait peut-être pas prêt à sortir autant d'argent auquel Barrie s'attend présentement. On sait que Barrie gagnait un salaire dans les 5 millions par saison. Probablement qu'il était à la recherche d'un contrat un peu similaire. Et je
je suis pas certain en fait que Ken Holland est prêt à lui donner autant d'argent. On sait que Oscar Klefbom sera pas dans l'alignement des Oilers au début de la saison. Lui qui est limité à cause d'une blessure, devra être opéré également. Alors, ça sera surveiller la situation des défenseurs chez les Oilers, qui va piloter l'avantage numérique. On sait que Evan Bouchard, le prospect des Oilers, est peut-être prêt à faire le saut dans la Ligue nationale, mais de là à jouer un rôle important sur l'avantage numérique, ça reste à voir quand même. Alors, Tyson Barrie pourrait être une belle addition pour les Oilers, mais ça dépend évidemment à quel prix. On sait que les Oilers ont quand même des gros salaires à respecter, notamment celui de McDavid, Draisaitl, mais également lui de Nugent Hopkins. Si on pense également à James Neal qui commande un salaire quand même important. Alors, en fait, je crois que les Oilers ont peut-être pas la meilleure marge de manœuvre pour signer ce genre de défenseur-là. Et si j'étais eux, j'essaierais de signer Barrie beaucoup plus à court terme qu'à long terme, évidemment, parce qu'on ne sait pas à quel genre de performance s'attendre de Tyson Barrie, qui était défenseur un petit peu instable défensivement, mais qui peut apporter un certain atout offensif. Alors, ça sera à surveiller. Sinon, ailleurs, chez les autres agents libres, est-ce qu'il reste d'autres gros joueurs qu'on doit surveiller? Je pense que ça fait pas mal le tour. Hey, juste avant de vous quitter, on va faire une petite analyse en fait du repêchage finalement qui a eu lieu. Je vous rappelle qu'on avait fait un mock draft dans le premier épisode. J'avais fait une analyse des différents prospects. Mon but, c'est pas de réanalyser chacun des prospects. Je pense qu'on le fait dans le premier épisode, mais c'est plutôt d'analyser quelles ont été les équipes gagnantes et celles qui ont été un peu plus perdantes dans ce draft qui a eu lieu cette semaine. Alors, je vous dirais dans les équipes winner. Premièrement, bien évidemment, on ne peut pas passer à côté des Rangers de New York qui avaient 2 choix de première ronde et qui en ont profité pour évidemment aller chercher Alexis Lafrenière first overall. Ça, c'était pas une surprise, c'était pas mal un no-brainer. Alors, Alexis Lafrenière, premier au total, mais ils ont aussi profité de l'occasion pour aller s'avancer. Ils ont fait une transaction et ont réussi à s'avancer pour aller chercher le gros défenseur Braden Schneider qui joue dans la WHL, 6 pieds 2, 202 livres, déjà très mature physiquement. C'est un défenseur à caractère défensif, c'est un stay-home mais qui est très physique. Alors c'est une bonne addition pour les Rangers. Les Rangers, selon moi, là, ils n'ont plus vraiment de problème à n'importe quelle position, que ce soit à l'attaque défensive ou dans les buts. Les Rangers vont devenir une force, je vous dirais, d'ici 2-3 ans. Ça, c'est une certitude, selon moi. Dans les équipes gagnantes également, bien, les Kings, selon moi, sont sortis gagnants également en choisissant Quinton Byfield deuxième. Je pense qu'ils ne pouvaient pas passer à côté du jeune des Wolves de Sudbury. Pourquoi? Parce que Byfield, c'est un géant. C'est sûr, moi, j'avais mis Stutzle en deuxième à cause de ses atouts offensifs, puis je vous dirais que du plafond de Team Stutzle. Mais Quinton Byfield, ça reste un prototype de centre de franchise, 6 pieds 4, 215 livres, fait pratiquement 2 points par match dans la OHL à l'âge de 17 ans. Alors, je pense que les Kings ne pouvaient pas passer à côté de ce centre au format géant. Dans les équipes également qui ont été gagnantes, moi j'ai envie de noter le Wild du Minnesota avec la signature, en fait l'acquisition de Marco Rossi. Pourquoi? Parce que Rossi était loin d'être vu en 9e position. La plupart des analystes s'attendaient à le voir entre la 5 et 8e position et finalement il a glissé jusqu'en 9e pour que le Wild puisse le ramasser. Bill Guerin qui doit être vraiment très content de sa sélection. Rossi qui va être un excellent two-way center, un excellent flair offensif, très dynamique, gros IQ hockey, ça va être un très très bon centre. Alors il va être à surveiller. Également chez les Jets, Cole Perfetti qui a finalement glissé en 10e position. Excellente acquisition pour les Jets. Selon moi, il ne jouera pas l'an prochain pour Winnipeg, mais d'ici 2-3 ans, pourrait soit piloter au centre un trio sur le deuxième trio, ou peut-être finalement se retrouver à l'aile, mais peu importe le scénario, Perfetti, c'est un joueur high skill, beaucoup d'habileté offensive. Ça va lui donner le temps d'ici 2-3 ans de travailler sur son coup de patin, et il va devenir un joueur top 6 pour les Jets, ça c'est certain. Askarov qui va finalement remplacer Pekka Rinne chez les Prédateurs. Je pense que c'est une bonne acquisition pour les Prédateurs. Je note également Seth Jarvis avec les Hurricanes. Les Hurricanes qui repêchent très bien chaque année. Là. Ils ont vraiment un bon scouting. Et Seth Jarvis, ça va être une très belle acquisition. C'est un petit gars qui a du chien, qui est capable de marquer des buts. Un excellent coup de patin.
Et finalement, je vous dirais que je crois, en tout cas, moi personnellement, je pense que le Canadien a passé à côté d'Hendrix Lapierre. Je dis pas que Caden Goulet est nécessairement une mauvaise décision. Je crois que ça va être un bon stay-home, un défenseur qui a un potentiel d'être un défenseur top 4. Mais si Bergevin avait été un petit peu plus audacieux, il serait allé avec le Québécois. Puis c'est pas parce qu'il est Québécois, c'est parce que offensivement, en niveau du potentiel, Hendrix Lapierre, malgré les blessures, malgré l'historique, reste un centre qui peut jouer dans le top 6. Il me fait un peu penser à Derek Brassard. Genre de centre qui va pas nécessairement être ultra flashy, il fera pas 80 points par saison, mais qui aurait été très très efficace pour le Canadien à long terme. Mais finalement, c'est les Capitals de Washington qui ont sélectionné l'attaquant des Saguenayens de Chicoutimi. Également dans les équipes gagnantes, j'ai envie de dire les Devils du New Jersey qui ont sélectionné à 3 reprises en première ronde. Premièrement, le sniper Alexander Holtz, le jeune Suédois qui va très bien compléter selon moi un trio, soit avec Jack Hughes ou avec Nico Hischier. Ça va être un ailier droit de qualité. Moi, je le vois sur le premier trio d'ici 2-3 ans chez les Devils. On a également en 18e position Dawson Mercer des Saguenay-Chicoutimi qui a également été repêché par les Devils. Et finalement, le défenseur, que je suis pas capable de dire son nom honnêtement, de la KHL, Shakir Mukhamadullin. Alors, je vous mets au défi de dire ce nom-là d'ici 2-3 ans, mais en tout cas, bref, j'ai bien hâte de voir ce défenseur-là. Mais il y a quand même des statistiques intéressantes, 18 ans seulement. Joue dans la KHL, 6 points en 15 matchs depuis le début de la saison, il est plus 4. Pas un mauvais choix, je crois, des Devils. Alors, c'est une première ronde qui a été très efficace pour le New Jersey. Et si on regarde du côté des équipes qui, selon moi, ont été un petit peu perdantes, moi, je questionne un petit peu la sélection des Sabres de Buffalo, Jack Quinn. Jack Quinn, selon moi, c'est un sniper. Ça va être un excellent franc-tireur. Mais je suis pas prêt à dire que ça va être un joueur extrêmement offensif ou extrêmement efficace pour les Sabres. Évidemment, cette sélection-là est vraiment dans l'optique qu'on cherche des ailiers de qualité qui vont venir compléter un trio avec soit Jack Eichel ou si on remet un certain Sam Reinhart au centre ou on décide de mettre Dylan Cousins comme deuxième centre et qu'on cherchait des ailiers de qualité, Jack Quinn pourrait jouer ce rôle-là. Alors, il reste à surveiller. Jack Quinn, c'est pas un mauvais joueur en soi, mais peut-être que je l'aurais sélectionné un petit peu plus tard qu'en 8e position. J'aurais plutôt opté avec un Marco Rossi, même si les Sabres n'étaient pas à la recherche d'un centre, il reste que c'est une valeur sûre. Ou même Cole Perfetti qui était également disponible, qui aurait pu justement jouer à l'aile pour les Sabres, mais ils ont décidé d'y aller avec Jack Quinn. Dans les équipes qui, selon moi, s'en sortent un petit peu moins bien, j'ai envie de dire également les Blue Jackets de Columbus qui ont sélectionné un joueur qui n'était même pas vu dans le top 30. Ils ont été avec une long shot. Un certain Yegor Chinakov qui joue en Russie présentement. Moi, honnêtement, je ne le connaissais pas. Alors, j'ai fait quelques petites recherches sur le joueur. 19 ans, c'est un late en plus. Ailier droit qui joue présentement dans la KHL. 7 points en 12 matchs. Pas mauvais. Des bonnes stats, mais il reste qu'il n'était pas considéré comme un espoir dans le top 31 de la Ligue nationale. Alors, selon moi, c'est une long shot des Blue Jackets qui auraient peut-être été en mesure de le repêcher en deuxième ronde, mais ils ont décidé d'y aller dès le départ avec leur choix de première ronde, 21e au total. Alors, c'est ce qui met fin au 3e épisode de Drop la Puck. Je vous rappelle, au 2e épisode, je vous avais mentionné que je ferais une analyse de la situation actuelle du Canadien et de l'alignement actuel. Alors, j'ai pas oublié. Je laisse ça sur la glace. Au prochain épisode, on va revenir sur la situation du Canadien. On va premièrement voir si finalement Marc Bergevin a fait d'autres signatures ou d'autres changements. Mais moi, si j'avais à faire une prédiction, je prédis un certain Corey Perry qui débarquera à Montréal et que Taylor Hall ne va pas signer avec le Canadien. Fait que ça, c'est ma prédiction à moi. Mais on verra. Je vous reviens dans quelques jours pour cette analyse-là. Et plus tard également, je vous dirais peut-être au mois de novembre ou au mois de décembre, je vous parlerai un petit peu des prochains. On sait que la prochaine saison s'en vient à grands pas. Alors on fera une petite analyse des joueurs afin de préparer votre pool de hockey. Ça vient en grand pas. Alors, parlez du podcast à tous vos amis, ceux qui aiment le hockey, qui aiment entendre parler de tout ce qui se passe, qui aiment écouter des analyses de hockey. Parlez de Drop la Puck. Faites de la publicité pour moi, s'il vous plaît. Et on se revoit au prochain épisode. Salut tout le monde!